Quand tu te parles à toi-même, tu deviens ton maître. Et quand tu t'écoutes, tu deviens l'élève. Donc parler, c'est aller à la rencontre de son maître. Mais pour pouvoir être l'élève de son maître, qu'est son être, il faut pouvoir s'écouter. Quand tu parles, tu t'entends. Puisque tu entends qu'il y a une voix qui sort de ta bouche. Mais tu ne peux pas t'écouter, parce que pour s'écouter, il faut être auditeur. Pour écouter, tu dois cesser d'émettre. Comme quand tu écoutes quelqu'un, tu dois te taire. Sinon, si tu parles en même temps, tu ne peux pas l'écouter. Et pour soi, c'est exactement la même chose. Pour pouvoir s'écouter, il faut pouvoir se taire et donc être passif à l'écoute de sa parole. D'où la nécessité de s'enregistrer. Un maître, ça parle à un élève. Ça lui dit « tu ». Donc, pour pouvoir parler à ton élève, tu dois t'adresser à lui en lui disant « tu ». Alors moi, je suis comme l'application WhatsApp. Je fais tout le temps des mises à jour. Par rapport à mon protocole, j'ai réalisé l'importance de ne pas uniquement se parler à soi, c'est-à-dire, tu es ton premier public. C'est-à-dire que quand tu parles, c'est d'abord à toi que tu parles. Comme l'artiste, il fait un tableau pour avoir quelque chose à regarder. Ça a coupé. Pour se faire plaisir à lui d'abord. Tu es ton premier public. Mais le peintre, il fait un tableau pour lui, mais aussi pour le monde. Pour tous les yeux qui croiseront son tableau aussi. Et en fait, avec la parole, c'est la même chose. Tu parles d'abord à toi. Ça, c'est la base. Parce que si tu parles aux autres sans d'abord parler à toi, t'es un menteur, t'es un personnage, t'es un pantin. Voilà. Donc, d'abord à toi. Mais le fait de savoir que tu parles potentiellement à d'autres gens, donc à une masse de personnes, va donner de l'amplitude à ta parole. Ce qui va faire que quand tu vas t'écouter, tu t'écouteras mieux. On écoute mieux un maître qui parle fort. Un maître qui parle à une salle entière. Et le problème de l'humain, c'est que il n'arrive pas à s'écouter parce qu'il n'arrive pas à s'entendre. À l'intérieur de lui, il y a une toute petite voix, l'intuition. Il n'arrive pas à l'entendre. Elle est trop faible, cette voix. De plus, l'intuition, c'est un point de départ. C'est comme l'instinct, c'est lié au ressenti, mais qui n'est pas encore développé. Une intuition, c'est un ressenti qui n'est pas développé. Et pour qu'il y ait un développement, il faut parler. C'est la parole qui va amener un développement de l'intuition. Tant que tu ne parles pas, tu ne peux pas savoir ce que tu as besoin d'écouter. Tu ne peux pas le savoir, puisque tu n'as que des pensées. Donc, des formes pensées, des formes mortes, ou de la réflexion. La réflexion qui est réellement la chose la plus terrible qui soit en tant que telle. Parce qu'une pensée, c'est une pensée. Mais une réflexion, c'est une pensée qui se réfléchit dans le miroir. C'est une pensée qui devient orgueilleuse, la réflexion. C'est pour les intellos vaniteux, les pourris, la réflexion. Enfin, tout le monde réfléchit. Moi, je réfléchis plus.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que plus je me suis, plus j'ai commencé, je me suis mise à parler, et plus je me suis mise à parler, moins je me suis mise à réfléchir. En somme, la parole, c'est une sorte de channeling de ton être. De ton maître qui parle à ton élève. Et c'est extraordinaire parce que c'est taillé sur mesure. Ce que tu te dis, ce que tu dis, c'est taillé sur mesure à ce que tu as besoin d'entendre. Là, il y avait dans mon téléphone, il y avait une suggestion, il y avait un extrait de Bernard de Montréal. Ça fait peut-être 4 ans que je n'ai pas écouté. Mais moi, j'ai juste le souvenir de ce que j'ai entendu à une époque. Mais là, je le vois, mais je fais, mais putain, mais c'est une blague. C'est une joke. Mais cette espèce de sérieux, cette espèce de voix, de conférencier, de savant, là. Mais c'est de la connerie, tout ça. C'est du théâtre, putain. Lui, il parlait pour lui, en fait, pour se monter en vibration, c'est tout. Puis il dit des trucs, c'est pas forcément pertinent pour toi. Le seul truc qui est pertinent pour toi, c'est ce que toi, t'as à te dire à toi. Ça, c'est clair. Et c'est comme la fréquence. La sincérité et ta voix qui est fréquencée sur la sincérité, c'est une technologie en tant que telle qui est taillée sur mesure pour toi pour agir sur ta matière noire. C'est-à-dire que moi, avec ma sincérité, je peux agir sur la matière noire des gens, mais pas aussi bien que toi, ta parole, pour ta propre matière noire. C'est comme pour les violonistes. Chaque violoniste a son violon, qui est fait pour lui. Et il ne correspond pas pour un autre violoniste, même si c'est un super bon violon. C'est pour ça que ça m'a toujours fait chier, cette histoire de chanter juste ou chanter faux. Parce que la justesse d'une voix, en chanson, c'est lié aux gammes. Les gammes, c'est comme un programme. Alors que, en fait, la justesse, donc, la justesse, elle ne s'adapte pas aux gammes, elle s'adapte à la fréquence de ta sincérité, de toi qui parles avec toi. Tant que tu parles avec... Tant que tu es dans la sincérité, tu es sur la justesse. T'as pas besoin d'un référent extérieur pour savoir que tu es juste. Et d'ailleurs, je sais plus si je le dis, mais je leur dis, c'est une très bonne chose de parler dans des états différents, soit de fatigue, de colère, d'énervement, de joie, de déprime, de lassitude, parce que c'est intéressant de choper la fréquence de la sincérité au travers de différents états. Les spirituels, eux, ils passent leur temps à être dans le bien-être pour pouvoir être au top au niveau des bonnes énergies. Ils n'ont rien compris, eux. Rien. Ils ont cru que la vie, c'était une séance au spa, en fait. C'était le Club Med. Quand ils vont se prendre le réel dans la tronche, ça va leur faire bizarre. Alors voilà, c'est ça qui est nouveau dans le protocole. J'en avais pas conscience réellement il y a encore peu de temps parce que je me suis mise à parler naturellement d'une manière qui n'est pas naturelle. C'est-à-dire que je me suis mise naturellement à me parler à moi comme si j'étais mon maître. Et c'est d'une puissance incroyable parce que la parole est une sorte d'encodage, de programmation, mais
Oui, de programmation. La question, c'est de savoir à quoi tu te programmes. Quand tu te programmes à de la créativité, ben, t'es programmé à quelque chose qui est dans la constante expansion. Donc c'est une sorte de programmation, d'anti-programmation. Mais le fait de se parler à soi et de se, en fait, oui, de se programmer à ce qui nous importe, ça crée une sorte de, en fait, ça crée un, comment dire, un, un support très puissant. C'est comme si, quand tu fais ce que tu fais, t'es pas tout seul, t'es avec ton maître. Tu sais exactement ce que tu fais sans avoir à te dire ce que tu fais. Comme s'il y avait une présence qui était là pour te soutenir dans toutes tes démarches. Sans que tu aies besoin de te dire qu'il y a quelqu'un. Parce qu'en fait, c'est toi-même. C'est ton maître. Et c'est vrai que cette présence, euh, elle, elle, elle éloigne toute peur inutile. Parce que tu ne te débarrasses pas de la peur, mais il y a des peurs inutiles. Il y a des angoisses, des trucs qui te font perdre du temps, qui ne servent à rien. C'est un peu comme le chien. C'est-à-dire que quand tu es avec un chien, tu peux pas déprimer. Le chien, c'est un protecteur. Et il répand des bonnes énergies partout. C'est comme ça. À force, tu t'y habitues, tu fais plus gaffe. Mais le maître, c'est pareil. C'est comme s'il était tout le temps là. Même dans les échanges avec les gens, des trucs à la con, des petits trucs anodins. Et il te fait résonner des phrases qui sont dites par des gens. Comme si il passait dans les gens aussi. Bon, faut pas trop délirer non plus, mais pour te montrer que à la fois il peut y avoir des bestioles dans les gens, mais il peut y avoir aussi des maîtres dans les gens. Sauf que les gens ne le savent pas, qu'ils ont tous chacun un maître. Parce qu'ils sont coupés de leur être. Mais quand ils voient quelqu'un qui est avec son être et son maître, ça leur éveille leur être et leur maître. Extraordinaire. Parce que bon, parler des bestioles, ça va bien, mais je veux dire, traquer les bestioles, ça sert à rien. Parce que du coup, ta bestiole traqueuse qui s'active. Quand tu es dans la sincérité de ton être, de toute façon, tu es dans ton royaume, il n'y a plus de bestioles. Il n'y en a plus une seule. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a quelques années, j'étais avec quelqu'un et on était dans une situation dangereuse. Et cette personne était en proie à des peurs très 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 profondes. Et quand je lui parlais, elle ne m'écoutait pas. Elle était aveuglée, complètement aveuglée par ces bestioles, pour le coup. Et je me rendais compte qu'en fait, je ne savais pas parler quand je lui parlais. En fait, que mes mots étaient complètement, que ma parole était complètement standardisée, mécanique, que ma parole était même complètement, en fait, j'ai envie de dire, démoniaque, quoi, artificielle. Et j'ai été contrainte de choper la bonne fréquence pour, justement, c'était une question de survie, en fait. C'était une question il y avait le danger qui était là. Et j'étais obligée, pour que cette personne m'entende, et qu'elle sombre pas, que je sois sur la bonne fréquence. Et ce que j'ai observé, c'est que quand j'ai parlé avec sincérité, tout a disparu. Toute l'obscurité a complètement disparu. Il n'y avait plus que l'état d'enfance. C'est incroyable. Le paradis et l'enfer sont sur Terre et surtout en nous. Et quand on est coupé de nous-mêmes, dans l'artificiel, on est en enfer. Et dans la sincérité et la transparence, le paradis. Mais la plupart des gens sont en enfer et ils décorent l'enfer de tout un tas de trucs pour se faire croire eux-mêmes qu'ils sont au paradis.
J'arrive à percevoir l'enfer comme une sorte de paradis. Et ça, c'est notre condition de chose. C'est terrible, parce que on a été violé, on a été transformé en chose, et on a fini par aimer ce viol. Comme la femme qui serait abusée par un criminel, et qui finirait par aimer d'être violée, parce que son corps commence à réagir d'une certaine manière, où elle est en train de prendre du plaisir. Et finalement, eh bien, elle consent à sa condition. Et c'est ça, le lien au plaisir, au bien-être, et aussi ce dont je vais parler par rapport aux guérisons et aux soins, tout ce qui amène plaisir, bien-être, réconfort, comme le fait de libérer des mémoires, de pleurer, c'est très pervers et très malsain, parce qu'il y a du plaisir, il y a une adhésion, et il y a un consentement à ta condition de chose, et tu ne te transformes pas comme ça. C'est dans la colère que tu te transformes. Il y a des clubs comme ça de gens qui font des séances de lâcher prise en groupe, où tu as une personne qui pose une question, elle est dans la prise, la personne en face elle fait rien, elle est juste là à le regarder, à sourire, et l'autre elle se rend compte, ah ben merde, je suis dans une prise, lâcher prise, ah c'est drôle en fait, il suffit de lâcher prise, ah. C'est horrible, parce que du coup, dans une situation où il y a l'enculerie, la personne va se réactiver son mode de lâcher prise et elle va se faire enculer dans le lâcher prise. L'être, c'est pas du lâcher prise. L'être, c'est de l'affirmation. L'être, c'est de la colère, c'est de la rupture vis-à-vis des forces de choséification. Tant qu'il n'y a pas de rupture, il y a de l'entretien, il y a du consentement. Ça crée le lâcher-prise des armées de suppôts, des armées de satanistes, c'est tout. Bon, je dis satanistes, c'est des cultivateurs de la forme, des cultivateurs de l'inchangé, des cultivateurs du prédéterminisme, des cultivateurs du karma, de la fatalité. S'il suffit de toujours lâcher prise, alors tu entretiens ce qui est. Il n'y a rien qui se transforme dans le lâcher-prise. Rien. Mais c'est plus facile. Ça passe mieux. T'es en enfer, tu lâches prise, l'enfer passe mieux. Si tu veux sortir de ta condition de victime, il faut te mettre en colère. S'il n'y a pas de colère en toi, et si cette colère elle n'est pas dirigée contre les forces de choséification, tu resteras une tepu, une putain, une chose, un pantin, un jambon. Voilà. Et surtout, s'il n'y a pas de rédemption, profonde, vis-à-vis de ton être, d'avoir fini par flirter avec le monde du paraître, des artifices, du swag. Si tu ne fais pas cette rédemption, tu restes une pute. Le but, c'est de vivre pour son être et pour sa créativité. Les guérisseurs, les machins, ils sont pas dans la créativité. Ils ont abandonné tout ça par confort, par bien-être, par attachement à la forme, au beau, à l'artifice, par flirt malsain avec ce monde artificiel. Ils n'ont pas compris que ça jouait à ce niveau-là, que c'était subtil. Ils sont tous le cul entre deux chaises. Un coup dans le paraître, un coup dans l'être. Mais c'est des putains. T'as pas choisi ton bord. Tu veux t'accommoder de tout. Cette putain de religion sataniste matérialiste, elle s'accommode de tout. Elle est plus en révolte. Elle dit yes to all. Elle aime ça, se faire enculer. Comment on peut se contenter, vivre en se contentant d'être bien? Mais déjà, le problème, c'est qu'on n'écoute pas les intuitions et on n'écoute jamais les développements, puisqu'on ne parle pas. Quand on parle, c'est au nom du personnage. C'est pas de la parole, ça. C'est du vide. Et la parole, c'est du son, c'est une vibration qui anime le vide, qui lui donne une densité. Et la création, la créativité, c'est ça. C'est animer le vide.
Faire du vide, non pas quelque chose, mais toi quelqu'un. Tous les guérisseurs sont des arnaqueurs. Parce que personne ne peut s'occuper à ta place de ta matière noire ou de ta matière occulte. Si tu remets ta matière occulte entre les mains de quelqu'un d'autre, ce qui se passe, c'est que tu continues de dire, tu dis, je veux continuer d'être un objet. Celui qui ne peut pas transformer par lui-même sa matière occulte, c'est un objet, une chose. C'est pas un être. C'est la mode aujourd'hui de libérer les mémoires. Moi-même, j'en ai parlé de tout ça. Mais le problème, c'est que quand tu es uniquement là-dedans et que tu n'es pas dans la créativité, eh bien, en fait, tu vas entretenir ta condition de chose et d'être soumis. Parce que celui qui libère les mémoires, il est soulagé. Quand tu pleures parce que tu as fait une séance pour libérer les mémoires, tu te sens bien, tu es soulagé. Et par ce bien-être, il y a une adhésion qui se fait, une complicité avec ta condition. C'est comme la victime qui se met à pleurer, tu vois, elle est dans son cachot, elle pleure et elle se sent bien parce qu'elle a... Les pleurs, ça vise à te rassurer, hein. Ça sert qu'à ça, les pleurs. Donc, elle a libéré de la souffrance et elle se sent rassurée grâce à ses pleurs et à ses larmes chaudes et elle se sent bien. Donc, en fait, elle continue de consentir à sa condition. Il n'y a que la colère qui permet de sortir de la condition. La victime, pour sortir de son cachot, il faut falloir qu'elle se mette en colère. Pas juste qu'elle pleure et qu'elle se sente bien parce qu'elle a libéré la mémoire. C'est pervers, tous ces trucs. Et après, tu deviens accro à tes séances de libération de mémoire. Comme la victime qui est accro à ses pleurs dans son cachot. Mais, putain, mais observez-vous. Donc, tous ces marchands c'est des marchands du temple, c'est des manipulateurs, parce que, en fait, ils gèrent à ta place ta matière occulte, et ils te permettent momentanément de te sentir mieux parce que tu t'es libéré. Non, le but c'est de devenir créateur. De la matière noire, tu en auras tout le temps. Donc tu vas faire quoi? Tu vas tout le temps pleurer? Mais c'est comme quand tu as envie de pisser, quoi. Tu pisses, voilà, t'es libéré sur le coup. J'ai eu des pensées, moi, des fois, là, où je me disais, putain, mais là, depuis tout ce que j'ai dit, il faudrait qu'à un moment, je reprenne tout, pour tout synthétiser, tous les termes, et le protocole, ici et là. Et en fait, non, je le ferai pas. Il me suffit juste de dire, d'amener, de dire comme, de faire passer comme message que ton être, c'est ton maître, et que tu vas te délivrer dans la créativité. Peu importe ce que tu vas dire, au final, c'est l'état de créativité qui va te transformer. L'être, c'est celui qui transforme par lui-même sa matière occulte, et ça se passe par la parole, parce que la parole est liée à la vibration, et tout est vibration. La vibration, c'est le son. Tout émet un son. Et si tu veux devenir un créateur, un animateur de la matière, tu dois utiliser le son, et c'est la parole qui donne une densité. Le verbe, ça désigne le mot parler. Le verbe, c'est lié à l'action. Donc, ça désigne une activation du mot dans la parole. Il y a réellement à cesser d'essayer de comprendre et de réfléchir. C'est un piège. En plus de ça, tous les termes qui sont utilisés par, je sais pas, les savants, les théoriciens, ce ne sont que des concepts. L'ego, par exemple, c'est un concept. Ça n'existe pas, l'ego. L'orgueil, c'est la même chose. C'est un concept. Le problème, quand tu es dans la pensée et la réflexion, c'est que tu finis par croire aux formes et aux mots. Tu oublies que ça n'existe pas. Comme ceux qui te parlent, alors il y a le corps mental, le corps physique, le corps émotionnel. Oui, c'est des concepts. Les perceptions, ceux qui voient les couleurs des chakras,
des machins, des trucs, c'est des perceptions subjectives. Il se trouve qu'il y a plein de gens qui ont les mêmes perceptions parce qu'on est tous programmés plus ou moins de la même façon. Mais on s'en fout de ça, c'est ce qui est prédéfini, ça. Ces perceptions-là, c'est des trucs qui sont prédéfinis. C'est comme, putain, j'ai 5 doigts. Ah, mais c'est incroyable, t'as trop de la chance. Ouais, bah c'est prédéfini, on s'en fout. Ce qui importe, c'est ce que tu crées. C'est le nouveau qui est amené par l'humain dans cette transformation de sa matière noire. Ça, c'est ce qui est prédéfini nulle part. Et ça, c'est ce qui est intéressant. C'est ça qui est quand même incroyable. Et j'hallucine encore qu'on puisse croire qu'il faille se guérir, se soigner. Putain, mais du coup, la vie, c'est... Tu veux te guérir d'un truc dont tu vas mourir un jour. Mais comment tu... T'arriveras jamais au bout de la guérison. Si, la guérison, c'est la mort, du coup. Comme on dit, la maladie, elle meurt avec la bête. Ah, génial. Putain. En plus, quand tu résous un truc, il y a un autre truc qui arrive juste après. Histoire de te montrer que le but, c'est pas de se guérir. Tout comme le but, c'est pas de libérer des mémoires. Parce que t'en libères une, il y en a une autre qui arrive. Ah bah ouais. La nature a horreur du vide. Il n'y a pas d'autre choix que de créer. Et donc, en tant que tel, voilà, pour la synthétisation maximale, la parole, instantanée créative, qu'est-ce que ça va faire? Ça va te faire amener ton maître. Progressivement, tu vas amener ton maître. L'élève, le maître, qui font plus qu'un. Et c'est progressif. C'est le fait de te parler qui te fait déjà arriver ton maître. L'élève, il a peur. L'élève, il ne sait pas, il est perdu. Et quand il a peur, il fait quoi? Il appelle le maître. Et le maître arrive au moment où l'élève passe maître parce qu'il se met à parler. Bah oui, parce que on est à la fois l'élève et le maître. Quand il y a de la peur, on est l'élève. Et quand on se met à se parler à soi, en disant tu, on passe maître. Et là, progressivement, il y a une reconnexion qui se fait. Il y a l'être qui fusionne. L'être, finalement, c'est ces deux aspects d'élève et de maître. C'est-à-dire qu'il y aura toujours ces deux aspects-là en nous. D'élève et de maître. Ceux qui deviennent des maîtres, ils ont oublié qu'ils étaient aussi des élèves. Et ce qui caractérise l'élève, c'est d'avoir en lui cette peur de l'inconnu. Mais ça, c'est le moteur. De plus, il n'y a pas de maître sans élève. Le maître existe aussi par rapport à l'élève. Et cette dynamique maître-élève, c'est la dynamique de l'expansion de l'être lui-même. Car la créativité, c'est justement ça. C'est quelque chose où tu es toujours en train d'aller vers du nouveau et de devoir non pas apprendre, mais découvrir. Oui, découvrir ce que tu ne savais pas encore. Mais ce n'est pas une question de savoir. Moi, ça me fait chier, ça. C'est une question de... Si, mais de savoir, mais même plus de savoir instantané. Exemple, quand tu fabriques quelque chose, tu apprends la fabrication en le faisant. C'est pas réellement un savoir, c'est tes mains qui vont le faire tout seul. Parce qu'il y a ton maître qui te fait poser les mains exactement où il faut. Quand tu fais des trucs manuels, il arrive un moment où tu n'as plus besoin où tu te passes de certains outils, comme la règle. Par exemple, tu vas regarder une surface, tu vas enregistrer dans ta tête la dimension précise et tu vas couper le truc à la taille qui correspond. C'est comment expliquer ça? L'habitude, ton mètre, ton décimètre. En fait, t'as bouffé le mètre, le décimètre. T'as bouffé la règle. T'as le compas dans l'œil. Non, pas trop quand même, parce que... Donc voilà, synthétisation maximale de tout. C'est ton état de créativité qui est le plus important.
ça t'amène les réponses à tout. Il suffit de poser la question. Le truc, c'est que parfois, on oublie de poser la question. Donc, on n'a pas de réponse parce qu'on ne pose pas de question. On a des problèmes, du coup. Alors que si on avait osé poser des questions, on aurait eu des réponses. On n'aurait pas eu un problème dans la matière qui nous contraigne et qui nous oblige à nous poser le problème et à nous poser des questions. Quand tu es dans une dynamique de te poser des questions et d'avoir des réponses, tu n'as plus de problème. La créativité en tant que telle éloigne les problèmes. Parce que le problème, c'est ce qui se remplit, c'est ce qui vient remplir le vide que tu n'occupes pas. Ou plutôt le vide que tu ne transformes pas. Le problème, c'est la bestiole qui vient se fourrer dans le trou noir dont tu ne t'occupes pas. Les guérisseurs, c'est des bestioles qui viennent s'engouffrer dans la matière noire que tu ne veux pas travailler toi-même, que tu as décidé de ne pas travailler. Alors que quand tu travailles ta matière noire, quand tu travailles ta matière, il n'y a pas eu de bestioles. En fait, elles sont broyées, tout simplement. Les bestioles, elles sont broyées dans le tourbillon de la créativité, voilà. C'est comme le mixeur. Tu passes tout au mixeur. Et après, ça fait plus qu'un machin. Voilà. Alors, je faisais une petite vidéo hier où je parlais d'un projet que j'avais eu de contre-réseau social. Mais finalement, il est en train plus ou moins de se mettre en place. Parce qu'à l'époque, je l'avais vu autrement. Mais là, il est en train de se mettre plus ou moins en place. Le contre-réseau social, il peut se mettre en place sur YouTube. Le principe de la communication, pour qu'il y ait une communication réelle entre deux êtres, c'est que chacun doit pouvoir se parler à lui-même quand il parle à l'autre. C'est-à-dire que la communication, c'est un mouvement intérieur puis extérieur. Si les gens n'ont pas de respect les uns pour les autres, c'est qu'ils n'ont pas de respect pour eux-mêmes. Quand tu parles à l'autre, c'est à toi que tu parles. Mais en tant que étrilleur, étrilleur, c'est un terme que j'ai créé pour désigner la profession consistant à contribuer à ce que les gens se reconnectent à leur être. Je vais en parler dans la prochaine vidéo. Étrilleur, ça fait penser un peu à étriper. En tant que étrilleur, forcément, tu vas étriper les bestioles aussi, quand il y a besoin. Et ça, c'est du respect. C'est qu'en parlant à toi que tu peux parler à l'autre. La communication, donc, c'est que tu t'écoutes en même temps que tu parles à l'autre. Et donc, le fait que nous puissions communiquer par vidéo interposée, ça peut être intéressant. C'est-à-dire qu'une personne se parle à elle-même en vidéo, et là, ça fait en fait un support de communication. Où justement, quand toi tu vas communiquer en dessous dans les commentaires, tu vas communiquer sur la base de ce qui est publié. C'est des êtres qui se parlent à eux-mêmes en parlant aux autres. Ce contre-réseau social, c'est un réseau social individuel, puisque c'est d'abord des individus qui se parlent à eux-mêmes avant de parler aux autres. Qui parlent aux autres, mais en se parlant prioritairement à soi. Ce que j'ai découvert, et ce que vous avez certainement découvert vous aussi, c'est que une information n'est pas véhiculée par le mot lui-même, mais par la fréquence. Dans les fréquences des gens qui parlent depuis leur personnage, il y a toujours un décalage entre ce qu'ils disent et ce qu'ils ne disent pas. C'est-à-dire que tu peux entendre parfois, quand tu tends bien l'oreille, qu'à l'intérieur d'un personnage, il peut y avoir un enfant qui pleure, ou qui crie, ou qui se plaint, qui chouine, ou qui s'ennuie. Bien souvent, c'est l'ennui qui ressort. Et c'est la fréquence qui est véhicule de l'information. Mais quand tu es dans le monde du paraître, tu crois que les informations sont dans les mots et dans les concepts. Et c'est ça la grande nouveauté
dans le principe même de la communication et dans la réceptivité aussi de la parole. C'est de pouvoir écouter la fréquence de l'autre et non ce qu'il dit. Et donc c'est ce que je fais moi quand j'écoute quelqu'un qui se parle à lui-même. J'écoute la fréquence, pas les phrases en tant que telles. Tu peux dire des trucs hyper généraux ou hyper perchés. Peu importe ton sujet, peu importe. Si c'est un sujet qui t'importe, alors c'est un bon sujet. Là où tu vas réellement communiquer, c'est sur la fréquence. Parce que dans cette fréquence, c'est ton maître qui va te parler. Exemple, quelqu'un se parle à lui-même et en même temps se dit « Oh mais t'es vraiment qu'un gros timide, hein. Oh t'es qu'un gros timide. » Tu peux te dire « Oh, il est en train de s'auto-juger celui-là. Il y a une bestiole qui veut le défoncer. » Ouais, mais dans la fréquence, il y a de l'énervement, il y a de la colère. Donc, il y a le maître qui veut quoi? Un changement de cette condition. Et comme il y a une extériorisation d'une pensée de jugement qui était dans la tête, donc d'une bestiole, parce qu'une bestiole c'est d'abord silencieux, eh bien, il y a une mise en lumière par la parole de cette partie occulte, et dans cette colère, cet énervement, cet agacement, il y a la prémisse d'un changement. Voilà, donc je parlais de ça, et en même temps, qu'est-ce qui s'est passé juste après? Enfin, en même temps que je parlais de ça, il y a une mouche qui est arrivée, et il se trouve que je l'ai claquée. Et je vous avais fait dans une autre vidéo, je vous avais parlé de la reconnexion avec le double, ou de la fusion, ça c'est toi, ça c'est toi. Il faut passer de l'autre côté du miroir pour pouvoir rapprocher les deux parties et fusionner. Et quand tu fusionnes, tu écrases la bestiole au milieu. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est trop drôle. Toi la mouche, si tu viens sur WAM, je te claque, je te le dis, je te préviens, t'es prévenu. Vous avez été créé juste pour faire chier, vous. C'est pas possible, il n'y a pas d'autre fonction. Ah, tu bouges pas là que je parle. Tu bouges pas, tu fais sage. Ouais, ça tient. Ça n'empêche que si jamais tu te poses sur moi, je t'ai claqué direct. Je sais comment claquer les mouches. Faut faire comme ça et non comme ça. Parce que sur les côtés, deux machins qui arrivent en même temps, vous comprenez pas. Ah, fais gaffe, j'ai l'arme fatale. Elle bouge pas. Tu serais pas Roger la mouche, toi? Je m'appelle Roger. Oh, elle fait la mouche statue. Eh, mais elle bouge même pas. C'est peut-être une mouche domestique, celle-là. C'est peut-être une mouche qui... Oh, elle traverse, elle passe devant. C'est peut-être Jonathan Livingston en mouche qui s'est sorti du groupe des mouches pour vivre sa vie de mouche. Oh, elle se lave les pattes arrière. Bon, de quoi je parlais? Du contre-réseau social. Tac, 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 tic, tic, tic. Mais j'avais un autre truc à dire. Parce que j'ai commencé avec un truc que je voulais dire. Oh merde. C'est la mouche éraserette, c'est toi, tu m'as effacé la mémoire. Putain de saloperie. T'es un Mr. Smith en mouche, tu viens vers moi, tu te le dis, hein, tu te poses, t'es claqué. Elle s'est posée. C'est-à-dire que tu viens provoquer. Tu viens réveiller la colère d'Élodie. Mais le problème, c'est que je vais me claquer moi-même en faisant ça. Ben voilà, je l'ai eu. Eh ouais. T'étais prévenu? Je t'ai donné toutes les informations, je t'ai tout dit. Je t'ai dit, je vais te claquer comme ça, je t'ai tout dit. T'as pas voulu écouter, voilà ce qui arrive. Je vais passer pour une dingue. C'est ça qui est drôle. Bah, je te ferai des funérailles, fais pas la gueule. Bah, t'es morte.
J'espère que tes sœurs, elles seront plus intelligentes que toi. Tu peux pas être dans une logique de travail sur toi, d'observation de toi-même, parce que ça n'a pas de fin en tant que tel. C'est de la bestiolerie de faire ça, ça nourrit les bestioles. La seule manière de se transformer réellement, c'est dans ce qui va permettre de grandir, de croître. Donc dans l'expansion, dans la créativité, qui est en tant que telle une transformation. Et la créativité la plus puissante, c'est la parole, parce que la parole, c'est ce qui transforme la mort en vie. Le but, c'est simplement d'être un vecteur pour soi-même de nouveauté, en soi-même. Tant que tu ne parles pas, tu es régi par les formes pensées, de toute façon, et tes mémoires. Mais en parlant, tu vas transformer ça et tu vas amener de la nouveauté. C'est ça le but. Qu'il y ait des gens après qui prennent les trucs que t'es amené. Tu crées des termes, tu crées des trucs, ils les prennent. Ils n'ont rien compris. Ils croient encore qu'il faut comprendre. Non, le plus important, c'est l'état de créativité. Peu importe les formes que tu crées. Les formes que tu crées sont utiles à un moment donné. Et tu les crées pour ensuite pouvoir les déconstruire. Mais il faut en créer des formes. C'est ça le truc. C'est-à-dire que les amoureux du bien-être, ils entretiennent toujours les mêmes formes, les mêmes enseignements, les mêmes trucs. Le créateur, il crée des formes. Bien sûr qu'il crée des formes. Ce qui va te permettre, une fois que tu as créé une forme, d'avoir une marche sur laquelle poser un pied. Voilà, c'est comme ça. Tu crées une forme, et là, tu poses ton pied. Tu peux avancer comme ça. Tu crées une autre forme, bam, et tu avances. Alors que les fétichistes, ils ont leur truc. Alors, il y a ça, je vais vous enseigner. Toute leur vie, pareil. Eux, ils sont, tu vois, l'escalier, ils sont restés en bas, quoi. Et ils peignent l'escalier, tu sais, ils repeignent l'escalier. Ils n'ont pas compris qu'un escalier, ça sert à être monté, tu sais. Putain. Ah. Et tu comprends pas pourquoi en 2022, ils reparlent de trucs qui se disaient dans les années 70 ou dans les années 50, et alors que c'est... Enfin bon. Ils ont oublié de changer l'escalier aussi. Et la comparaison que je peux faire aussi avec les formes, c'est comme la merde. C'est-à-dire que pour qu'un caca soit évacué, il faut que la matière noire, elle soit densifiée à un moment donné pour être évacuée. Quand c'est dans le bide, c'est un peu tout, c'est tout liquide. Et après, plus ça se rapproche de l'anus, plus la merde, elle se densifie. Sauf quand t'as la diarrhée, bien sûr. Mais en général, ça se densifie. Et après, ça sort. Et là, ça fait une forme. La forme permet d'être évacuée et d'avoir digéré, évacué quelque chose. Et ensuite, tu passes à next one. Et encore une fois, les adorateurs de la forme, c'est des scatos. Tous ceux qui sont dans l'artifice et dans le paraître et dans l'entretien toujours de leur même gueule, de leur même apparence, de leur même machin, c'est des scatophiles. Voilà le vrai visage de d'aspect superficiel. C'est une scato. Même là, moi je vais parler encore, je vais dire encore plein de trucs, hein, ça c'est clair que je vais parler. Mais c'est dangereux d'écouter des gens qui sont déjà à l'aise dans leurs paroles, parce que c'est confortable, c'est séduisant, ça nourrit l'intellect. Tu diras, ah, ça y est, j'ai compris. Parce que le plus important, c'est pas de comprendre, c'est l'action. C'est pour ça que Artaud, il parlait tout. Artaud qui était un vrai Christ pour le coup, lui. C'est vraiment... Il s'est crucifié le mental, lui. C'est pour ça qu'il parlait tout le temps du caca. Parce que dans les gens, il n'y a que ça. Du caca. Et en plus, ils adorent le caca. Ils adorent les formes, ils adorent l'apparence, ils adorent tout ce bordel. Ils adorent le beau. Le beau. Le beau, c'est caca. Parce que le beau, c'est inerte, c'est figé. La création, ça n'a rien de beau en tant que tel. Mais il y a ceux qui te parlent des lois, de géométrie sacrée. Vous êtes des scatophiles aussi. Fourrez-la vous dans le cul, votre géométrie sacrée, votre fleur de vie, là. Vous adorez des programmes. Vous avez peur du chaos qui est en vous. Vous avez peur de la création qui est en vous. Parce que pour créer, il faut du chaos. Pour qu'il y ait un déséquilibre, ça c'est tout le truc de Nietzsche. Et pourquoi il faut un chaos à l'intérieur de soi pour créer?
Parce que tant qu'il n'y a pas un débalancement, tant qu'il n'y a pas une disharmonie, il ne peut pas y avoir de dynamique de création. C'est statique. Tout est en ordre, tout est symétrique. C'est comme les spirituels, ils sont comme ça, tout droit. Parfait, le cas. Bah, excuse-moi, t'es un peu mobile, du coup. Donc, le truc, c'est que voilà, intérieurement, les gens ont fini par aimer ce monde de Playmobil. Ils ont fini, à force d'être violés, par aimer d'être violés. C'est ça. Et il n'y a jamais eu cette révolte, réellement, contre ces forces. Il y a des révoltes contre des trucs hors sujet, quoi. Contre le prix du gasoil, contre les élites, contre deux, trois petites entités là qui traînent dans les coins vite fait. Mais c'est pas une révolte profonde, fondamentale. C'est des révoltes superficielles, c'est des révoltes de Playmobil. Là où j'étais emprisonnée, c'est que j'étais dans le monde des formes matérielles, que j'avais pas compris que la créativité se joue au niveau vibratoire d'abord. Et que il y a quelque chose d'incroyable là-dedans, qu'il y a quelque chose d'incroyable dans la parole. Ça, je ne le savais pas. C'est ça que j'ai découvert grâce à Bernard de Montréal, même si maintenant, je veux dire, l'écouter, je vois pas du tout l'intérêt. Mais c'est le seul truc qu'il dit d'intéressant. Le reste, ça sert à rien, le reste. C'est comme quand on était allé au Machu Picchu. Moi, je voulais pas y aller, hein, je suis allée de force. Les gens regardaient le Machu Picchu, ils regardaient les cailloux, ils regardaient, c'est incroyable, cet assemblage de cailloux. C'était des cailloux, c'était juste des cailloux posés sur une colline. Pourquoi il y a des cailloux posés sur une colline? Pour s'asseoir, pour pouvoir regarder la nature environnante. Parce qu'en fait, c'est un putain de spot, cet endroit. C'est juste que c'est un super spot, en fait. C'est un spot pour mater, pour regarder les forêts, pour regarder tout ça. Et en fait, c'était un lieu de cérémonie, voilà, caractère religieux. Et les gens, ils prenaient des substances hallucinogènes là-bas. Donc, ils avaient juste un super spot pour prendre des substances et pour mater la nature et parler avec les arbres, parler avec les... Voilà. Religieux, c'est ce qui te relie aux autres. Et c'est ce qui t'empêche de développer une individualité. C'est ça le principe de la religion. Celui qui n'a pas de maîtrise de ses perceptions, il reste une créature, il reste une chose. Les Incas prenaient des substances et ils parlaient aux arbres. Ils croyaient que les arbres leur parlaient. C'est pas l'arbre qui te parle. C'est ta subjectivité qui fait que l'arbre te parle. C'est de la matière traumatique en toi qui projette une sensation de communiquer avec l'arbre. Comme dans le film Avatar où ils sont tous connectés là. En fait, ils sont tous sous prod dans Avatar. Tu prends des prods, voilà, t'es dans Avatar. Et c'est ça la religion. C'est celui qui parle à Dieu. Il ne comprend pas que c'est à lui qui doit parler. Alors, il y a un dicton qui dit le problème ne vient pas de parler à Dieu, le problème arrive quand Dieu te répond. Parce que là, t'es niqué. Là, t'es persuadé qu'il y a Dieu qui te parle. Donc, tant que tu ne peux pas te parler à toi, t'es un instrument, t'es une créature, t'es un objet. La subjectivité est telle que elle va te donner l'illusion d'une communication avec l'extérieur, et cette communication avec l'extérieur te coupera de la communication avec toi-même. Cette communication avec l'extérieur sera une représentation d'un idéal. L'idéal, c'est tout ce que est le produit de tout ce que tu n'as pas réussi à créer, à savoir ce contact avec toi, ce dialogue avec toi-même. Car c'est dans ce dialogue qu'il peut y avoir une transformation de la mémoire. Et celui qui passe son temps à communiquer avec les esprits de la nature, l'Inca qui passe son temps à prendre du San Pedro pour communiquer avec les montagnes et tout ça, il s'astralise. Toutes les religions fonctionnent de la même façon, d'un dialogue coupé, rompu de l'individu avec lui-même, d'une illusion, d'une connexion avec des forces surnaturelles. Ces forces surnaturelles qui sont la puissance qu'il n'a pas réussi à réintégrer pour lui-même. Et pourquoi c'est de la merde?
Parce que en fait, quand tu communiques avec un arbre, il ne peut pas parler comme toi tu parles, l'arbre. C'est toi qui le fais parler, par la projection de ce que tu as bien envie de mettre dans l'arbre. Et quelque part, c'est un viol aussi, parce que comme il ne peut pas parler, il ne peut pas te dire s'il a envie ou pas de parler avec toi. Un arbre, ça ne peut pas dire non. Et bien avec Bernard, c'est pareil. Les gens, ils prennent les trucs qu'il dit, alors qu'il n'arrête pas de dire qu'il n'y a rien à comprendre. Ils ne comprennent pas que le mec, il parlait pour lui-même, pour s'ambiancer, parce qu'il kiffait de parler et avoir un peu le swag aussi, quelque part, avec ses costards à la con, là. Et que son seul message, c'est de dire parlez, parce que vous allez découvrir des trucs de ouf en parlant. Ils n'ont pas compris. Ils veulent pas, vu qu'ils sont flippettes. Donc ils sont comme des flippettes à prendre les enseignements qui servent à rien et ils n'avancent pas. Comme des cons. Putain. Moi j'avais une prof de philo en terminale. C'était une terreur. Elle faisait trop flipper. Elle avait la frange comme ça. En fait, elle faisait penser à Eli Kaku. Elle nous disait, elle nous faisait lire des textes, des extraits de bouquins de philosophes. Et l'exercice, et c'était génial son exercice en fait, c'était génial. En termes de concentration, en termes de canalisation du mental. On va promener après, d'accord, on va jouer au ballon après. Va dehors, va là-bas. Et son truc c'était lisez le texte, donc c'est toujours des petits textes, et elle disait toujours trouvez la thèse. Trouvez la thèse dans le texte. La thèse c'est quoi? C'est l'idée centrale. Il y a toujours dans un texte une idée centrale. Au début, quand on ne la connaissait pas, on avait plein de conformisme sur la philo, de dire ah philo, voilà. C'est moi je pense que d'abord, voilà, le sens de la vie, c'est d'abord d'être heureux. Et ensuite, et en fait, elle détestait les avis personnels, les trucs des gens, elle n'en avait rien à foutre. Elle voulait que on comprenne ce que les philosophes avaient à dire. Mais notre avis personnel, elle savait que de toute façon on n'avait pas d'expérience de vie, donc on n'avait rien à dire. Et chez Bernard de Montréal, le truc central, c'est parler, c'est tout. Mais devenez maître de votre parole. Passez maître de votre parole. Et c'est ça qu'il incarne aussi, avec sa façon de s'habiller qui est complètement abusée, sa façon de se tenir sur son vieux siège tout pourri de dignitaire nazi, là, trop... C'est ouf qu'il ait quand même accepté de s'asseoir sur un trône pareil. Mais voilà, ça imprègne l'inconscient, voilà, passez maître de votre parole. Les gens n'ont pas compris, ils prennent ce qu'il dit. Mais putain, ce qu'il dit, mais c'est perché. Ah ouais, et les éveillés, au fait, j'ai envie de vous dire, vous qui êtes éveillés, là, la nuit, vous dormez? Non, rassurez-moi, vous n'êtes pas tout le temps éveillés, quand même. Bah, du coup, si vous dormez la nuit, vous n'êtes pas vraiment éveillés. Vous êtes niqués. Quand le chien perd son maître, il est triste. Il peut aller jusqu'à se laisser crever. Et pour l'humain, c'est la même chose. L'humain qui a perdu son maître, il est triste, il est à côté de ses pompes. Ou alors il est juste un pantin. Les retrouvailles avec le maître, donc avec l'être, c'est une réjouissance permanente. Parce que tu es en permanence dans l'état de créativité. C'est pas que tu apprends tous les jours, on n'est pas là pour apprendre, c'est chiant d'apprendre. On est là pour découvrir, pour créer. Le plus important, c'est l'état de créativité en tant que tel. C'est pas les formes que tu crées. Les formes que tu crées, tu les crées pour pouvoir les détruire. Une forme, c'est exactement comme le caca. Le caca, c'est de la matière noire qui se durcit à un moment donné pour pouvoir être éjectée ensuite. Et les formes, c'est pareil. Tu crées des formes pour désigner des choses, pour pouvoir ensuite les déconstruire et passer à autre chose. Mais le plus important, c'est la créativité. C'est là qu'il y a la santé. C'est là qu'il y a l'expansion. Question à poser à un spirituel. Un spirituel, c'est un créateur qui s'ignore. Qu'est-ce que tu as fait du caca? Tu fais plus caca? Ce qui est sale, c'est pas le caca, c'est de plus faire caca. C'est ça qui est sale. Les spirituels, ils ont éliminé le caca, ils font plus caca. Donc c'est sale. La créativité, c'est en tant que telle l'expression de l'intérieur vers l'extérieur
sans qu'il y ait de filtres, de bestioles qui viennent enrayer ce processus d'expression. La créativité, c'est de l'expressionnisme. Donc, je reprends l'exemple avec les peintres. Il y a des peintres dits expressionnistes, comme Jackson Pollock, qui balance de la peinture sur la toile. Ça peut être beau, ça peut être considéré comme beau ou comme laid. Un expressionniste peut faire de belles choses. Mais pourquoi il ne sera pas dans le paraître? Parce qu'il sera dans l'expression directe de son état intérieur vers l'extérieur. C'est ça le plus important. Tu peux, en t'exprimant, être beau. Mais le but, c'est pas d'être beau, c'est de t'exprimer. C'est quand tu veux faire un effet, un artifice, quand tu veux représenter une idée, illustrer une idée, représenter une image, qu'il y a une recherche d'artifice, et que là, tu es dans le paraître. Tout ce qui n'est pas de l'ordre de l'expression directe, c'est du paraître. La réflexion, c'est la pire chose. La réflexion, c'est le monde du paraître, version 10 000%. Parce qu'il y a plein d'interférences entre ton état intérieur et son expression. Plein d'interférences. Plein de prises, plein de bestioles, plein de démons, tout ce que tu veux. L'éveil, c'est la plus grosse supercherie de tous les temps. C'est un piège à vaniteux. Tous ceux qui ont raté leur vie, ils se disent, bah c'est pas grave, je vais la rattraper en m'éveillant. Mais ils n'ont pas rompu le contrat. Ils veulent avoir leur petite place, leur petite gloire dans ce monde de paraître. Donc ils se disent, ah bah si j'ai tout raté, c'est parce qu'en fait, je n'étais pas faite pour ce monde, mais j'étais faite pour m'éveiller. Et celui qui croit ça, il veut juste, encore une fois, avoir le swag, avoir du charisme, avoir un truc que les autres n'ont pas. Il n'y a pas à s'éveiller, il y a à créer. La créativité, c'est permanent, c'est tous les jours. Et c'est la créativité qui est la santé en tant que telle. La vie, c'est de la création. Donc, si tu veux être vivant, tu dois être comme la vie. Tu dois créer. La création, c'est au-delà du bien et du mal. Tant que tu cherches la vérité, tu trouveras le mensonge. Dans la créativité, tu ne cherches plus tout ça. La créativité est directement liée à la parole, parce que la création, ça désigne ce qui se transforme. Et c'est la parole qui permet le plus de transformer de la matière. Étant donné que tout est vibration. Et cette transformation, dans la parole créative, amène à révéler ton être, t'amène à la transparence. Car au-delà de l'éternelle opposition ombre et lumière, il y a la transparence. Ombre et lumière, bien et mal, c'est le monde du paraître. La dualité, c'est le monde du paraître, c'est le monde des illusions. Et ce qui s'oppose à tout ça, c'est le monde de l'être, et le monde de l'être, c'est le monde de la transparence. Et si tu veux avoir cette transparence, tu dois devenir un destructeur des formes pensées. Ceux qui canalisent les guides, ils canalisent des formes pensées, c'est-à-dire des généralités, des vérités impersonnelles. Comme ils se sentent dans un état différent d'habitude, ils croient que c'est les guides, ils sont dans un état différent parce qu'ils sont investis par une force qui leur donne du pouvoir. Comme tu te sens important quand tu es en campagne électorale, comme Valérie Pécresse, et tu es devant un pupitre et tu assènes des généralités, tu te sens important. Tu t'en fous de t'endetter à hauteur de 7 millions juste parce que tu vas te sentir important pendant 5 minutes à te dire des trucs aussi généraux que demain le soleil va se lever.
C'est ça les canalisations. C'est des gens qui captent des généralités et du fait que ils sont dans cette recherche intérieure de pouvoir, de charisme, de swag, ils sentent une énergie différente. Mais c'est l'énergie de la rockstar qui se sent puissante parce qu'elles sont publiques. C'est la même chose. Et c'est de l'anti-créativité. Ça entretient les formes. Comme tous ces artistes qui font toujours la même chose, parce qu'ils savent que comme ça, on va les reconnaître. Ah oui, c'est celui qui fait ça. Ah, tu sais, c'est celui qui fait ça. Tu sais que toute sa vie, il a écrit des numéros sur une toile, jusqu'à ce que ça disparaisse et qu'il disparaisse lui avec, parce qu'il n'était rien. Un concept, une forme. Ils entretiennent, c'est des fétichistes. Et pourquoi ils font ça? Pour le pouvoir. Parce que voilà, tu reconnais celui qui fait toujours pareil. Ah, donc tout le monde le reconnaît, donc tout le monde sait qui il est, donc il a de la popularité. Comme celui qui s'habillerait tout le temps en jaune. Je suis l'homme qui s'habille tous les jours en jaune. Ah oui, on va se rappeler de toi. Mais c'est pas créatif de s'habiller tous les jours en jaune. Donc, pour conclure, quand tu parles, quand tu t'enregistres pour pouvoir t'écouter. Et pour pouvoir t'écouter, tu dois t'adresser à toi-même. Mais pour pouvoir bien t'entendre, tu dois aussi te dire que tu t'adresses à un grand nombre de personnes. Tu verras que l'écoute sera meilleure.